Tu te sens bien reposé, j'espère, parce que je vais te proposer quelque chose d'un peu difficile. Ne t'inquiète pas, ça va être amusant. Tu vas visiter différentes planètes dans notre système solaire et essayer de courir sur chacune d'elles. Nous allons voir où tu fileras comme une gazelle et où, au contraire, tu pourras à peine marcher. L'homme le plus rapide au monde, Usain Bolt, peut courir à une vitesse moyenne de 38 km/h. Mais sa vitesse de pointe est encore plus élevée, 43 km/h. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous être Usain Bolt. Une personne moyenne court à une vitesse comprise entre 10 et 13 km/h. Mais peut-être existe-t-il une planète où tu pourrais battre les records du célèbre sprinter jamaïcain. Avant toute chose, voyons ce qui affectera ta vitesse lorsque tu courras sur d'autres planètes. Pour commencer, la gravité. En fonction de sa force sur la planète que tu visites, elle influencera ton poids. Et dans la plupart des cas, plus tu es lourd, plus tu courras lentement. En outre, sur toutes les planètes de notre système solaire, hormis la Terre, tu devras porter une combinaison spatiale assez volumineuse. Sans ça, tes chances de survie seront absolument nulles. Sans oublier que les conditions météorologiques sont extrêmes sur la plupart de nos voisines. Il y fait soit un froid glacial, soit une chaleur étouffante. Et les vents peuvent y être extrêmement, et je dis bien extrêmement, violents. Bref, ton fabuleux voyage est sur le point de commencer. Attache ta ceinture. La première planète sur ton itinéraire est Mercure. En jetant un coup d'œil à ce monde par le hublot de ton vaisseau spatial, tu remarques que cette planète ressemble étrangement à notre bonne vieille Lune. Mais quelques instants plus tard, tu réalises que ce n'est qu'une illusion. Sur toute la surface de Mercure, tu vois des cratères, le résultat de nombreux impacts de météorites. Et oui, cela risque de rendre ta course sur cette planète beaucoup plus difficile. Ça est ta grosse combinaison spatiale. Oui, mais tu ne survivrais pas sur Mercure sans cette protection. Les températures y sont extrêmes. 427 degrés pendant la journée et moins 179 degrés pendant la nuit. Mais il y a une chose qui peut jouer en ta faveur sur cette planète peu accueillante. Disons que tu pèses 70 kg sur Terre. Sur Mercure, tu pèseras environ 26 kg. Ce qui signifie que malgré ta combinaison spatiale si encombrante, tu pourras te déplacer beaucoup plus vite que sur Terre. Et tu réussiras peut-être même à atteindre une vitesse de 21 km/h si tu fais un effort. La prochaine planète sur ton itinéraire est Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du matin. En t'approchant, tu vois un monde très différent de ce que tu as pu voir dans les livres d'astronomie. Avant d'atterrir, tu dois traverser une atmosphère super dense, composée de dioxyde de carbone. Et tandis que ton vaisseau descend, tu vois passer d'épais nuages d'acide sulfurique. On dit souvent que Vénus est un peu la jumelle de la Terre, car ces deux planètes ont une taille et une densité similaires. Sur Vénus, tu pèses presque autant que sur Terre. 63 kg. Ton poids est donc un peu plus faible ici, mais n'oublie pas que tu portes cette combinaison spatiale. Malgré ça, comme les conditions sont assez similaires sur les deux planètes, il se pourrait que tu parviennes à courir un peu plus vite que sur Terre, à environ 14 km/h. Ta première impression de Mars est qu'il y fait un froid glacial. La température moyenne y est de moins 62 degrés. Même de loin, la planète a cette teinte rougeâtre. Une fois que tu as atterri sur la surface de Mars, tu comprends pourquoi. Le sol est couvert d'une poussière roussâtre. Cette même poussière, très fine, flotte dans l'air tout autour de toi. Où que tu regardes, tu vois des teintes dorées, brunes, orangées et même verdâtres. Ce sont les minéraux qui composent le sol qui déterminent les couleurs du paysage. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais la moyenne générale est d'environ 2 mètres. Et oui, cela va rendre la course un tantinet plus difficile. Sur Mars, ton poids sera beaucoup plus faible que sur Terre, seulement 26 kg. Cela te permettra d'atteindre la vitesse impressionnante de 19 km/h. En voilà un champion. Mais que vois-tu à l'horizon? On dirait une tornade. Une tempête de poussière? Il est temps de foncer. Il arrive que ces tempêtes de poussière s'étendent sur toute la planète. Les plus grosses sont même visibles depuis la Terre. Et maintenant, te voilà en face d'un autre problème. Tu vois, Jupiter, tout comme Saturne, est une géante gazeuse. Cela signifie que la plus grande planète de notre système solaire, et Jupiter est si grande qu'elle pourrait avaler 1300 Terres, n'a pas de surface solide. Il va donc te falloir imaginer à quoi ressemblerait ton sprint s'il était possible de courir sur Jupiter. L'atmosphère de cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. Pendant ta descente, tu contemples d'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs. C'est grâce à eux que cette planète est si belle, avec toutes ses stries colorées.
Sur Jupiter, tu pèserais 177 kg. Tu t'épuiserais rien qu'en marchant dans ta combinaison spatiale si peu pratique. Enfin, si tu pouvais marcher sur la surface de cette planète, bien sûr. Si tu essayais d'y courir, tu te traînerais à une vitesse comprise entre 1,6 et 3 km/h. Et comme si tout ça n'était pas déjà assez ridicule, il y a énormément de vent sur Jupiter. Et il souffle entre 322 et 644 km/h. Tu vois ces anneaux? C'est Saturne, une autre géante gazeuse dépourvue de surface solide. Cette planète est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et sa température et sa densité changent au fur et à mesure que tu t'y enfonces. Si tu décidais de quitter ton vaisseau spatial et de marcher sur la surface de Saturne, tu tomberais tout simplement dans la planète. Mais vu d'en haut, on dirait pourtant que Saturne possède une surface. Cette sphère de couleur brun-jaune est entourée de plusieurs couches de nuages. La couche extérieure visible est composée de nuages d'ammoniac. Au-dessous, il y a des nuages d'hydrosulfure d'ammonium. Et la couche la plus profonde est composée de nuages d'eau. Bien que Saturne soit une géante gazeuse, ton poids n'y serait pas très différent, environ 75 kg. La raison, c'est que la gravité de cette planète est similaire à celle de la Terre. Mais à cause des conditions qui y règnent et de ta fichue combinaison spatiale, tu courrais un peu plus lentement là-bas que sur Terre, à une vitesse d'environ 6 km/h. Avant de repartir, tu admires la caractéristique la plus célèbre de Saturne, ses superbes anneaux gris, beige et fauve. Ils sont constitués de morceaux de roche et de glace. Tu aperçois aussi quelques-unes des 53 lunes de Saturne. Tiens, voici Titan, un monde glacé plus vaste que notre Lune et même que Mercure. C'est la deuxième plus grande lune du système solaire. La planète suivante sur ton itinéraire est une boule bleu-vert faite de glace et de gaz. C'est la géante glacée Uranus. Elle doit cette belle teinte à la lumière du Soleil qui se réfléchit sur sa surface. Uranus n'est pas solide, actionne vite les freins. Si tu n'arrives pas à t'arrêter à temps, ton vaisseau spatial va traverser la haute atmosphère de la planète et s'enfoncer dans son noyau liquide et glacé. Je doute que tu parviennes à y mener ton expérience. Alors, il nous faut à nouveau faire preuve d'un peu d'imagination. Sur Uranus, ton poids serait d'environ 62 kg. Et, contre toute attente, tu pourrais atteindre une bonne vitesse ici, au moins 13 km/h. Si tu ne te retrouves pas au milieu d'un ouragan, bien sûr. En été, il y a d'énormes tempêtes sur cette planète, lorsqu'Uranus est à son plus haut niveau de chaleur. Les ouragans peuvent alors s'y étendre sur plus de 9650 km. La planète la plus éloignée du Soleil, Neptune, est 4 fois plus grande que la Terre, mais 17 fois plus lourde. La surface bleue que tu aperçois en t'approchant d'elle est en fait une couche de gaz tourbillonnant et de nuages permanents. Le manteau de cette planète est composé de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Et c'est à peu près tout ce que Neptune a comme surface. Il n'y a donc pas de terre ferme ou marché. Alors, une fois de plus, on va utiliser notre imagination. Sur Neptune, tu pèserais un peu plus lourd que sur Terre, 79 kg. Mais ta vitesse y serait à peine inférieure à celle que tu atteins sur notre belle planète, environ 8 km/h. Voilà, ton aventure touche à sa fin. Alors, sur quelle planète as-tu le plus aimé courir? Tu as décollé de la Terre et garé ton vaisseau spatial quelque part près de la Lune. Tu es maintenant à près de 380 000 km de ta planète natale. Cela représente presque 100 fois la largeur des États-Unis. Maintenant, tu sors un marteau géant et un énorme burin en utilisant les bras robotiques de ton vaisseau spatial. Tu places le burin au pôle nord de la Terre et tu frappes sa tête avec le marteau. La Terre s'ouvre comme une coquille d'œuf et tu vois une autre planète. C'est Theia. Elle se cache à l'intérieur de notre planète comme le jaune dans un œuf. Il faudrait remonter le temps de 4,5 milliards d'années pour découvrir comment elle est arrivée là. Cette magnifique nébuleuse deviendra bientôt notre système solaire. La poussière colorée et les divers débris spatiaux se rapprochent lentement du centre. Bientôt, ce puzzle de débris deviendra trop lourd et trop dense. La température à l'intérieur de la géante augmente à tel point qu'elle déclenchera une réaction nucléaire en chaîne. Une seconde plus tard et boum! Une explosion si puissante que les ondes de choc voyagent loin dans l'espace. Et le flash aveuglant de cette explosion peut être vu de l'autre côté de la Voie lactée. Lorsque la poussière se dissipe un peu, tu peux voir qu'une lumière vive brille encore au centre même de l'explosion. Cette nouvelle étoile est le Soleil. Elle pèse autant que 333 000 terres,
Si le Soleil était un seau, il faudrait 1,3 million de planètes de la taille de la Terre pour le remplir. Tu t'intéresses à un petit objet là-bas, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cet amas de roches et de lave chaude, c'est la Terre. En ce moment, la planète est occupée à former son noyau, tandis que les océans de lave se refroidissent progressivement. Mais quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Soleil, tu remarques un objet étrange qui se dirige vers la Terre. C'est Theia. Cette petite planète est née à peu près en même temps que la Terre. Et maintenant, elle suit une folle trajectoire en spirale à une vitesse énorme. Les scientifiques pensent que Theia était une sorte de boule avec laquelle Jupiter et Vénus jouaient. Vénus tirait Theia dans une direction, puis sa grande sœur Jupiter la tirait en arrière. Mais le Soleil représente 99,8% de la masse de tout le système solaire. C'est pourquoi l'étoile fixe ses propres règles. Elle fait en sorte que Theia se déplace sur une orbite presque identique à celle de la Terre. Elles se rapprochent donc inévitablement l'une de l'autre jusqu'à devenir voisines. Theia a la taille de Mars et est aussi large que l'océan Atlantique de New York au Portugal. La collision ne peut pas être évitée. Theia se dirige vers la Terre à près de 14 500 km/h, soit 11 fois plus vite que la vitesse du son. Si la plus petite planète s'écrase sur la Terre avec un angle particulier, la Terre sera très probablement anéantie, ainsi que Theia elle-même. La collision provoquera une énorme explosion visible sur d'autres planètes, même en plein jour. Il ne restera rien d'autre que de la poussière et des débris brûlants. Et même si Theia ne touche que légèrement la Terre, elle détruira un morceau de notre planète de la taille de l'Australie. Mais la collision avec Theia se produit à un angle parfait de 45 degrés. Elle percute la Terre à une vitesse phénoménale. L'explosion vaporise littéralement d'énormes quantités de roches et l'onde de choc envoie les débris restants dans l'orbite de la Terre. Un énorme cratère se forme sur le lieu de l'impact. Il se remplit bientôt de lave bouillante. Les restes de Theia et les fragments éjectés de la Terre commencent à graviter autour de notre planète. Selon une certaine théorie, ces fragments forment deux lunes. Au début, elles voyagent ensemble, mais un jour, elles se rapprochent trop l'une de l'autre et entrent en collision, formant un seul grand corps spatial. L'autre théorie affirme que tous les fragments commencent à être tirés par les restes de Theia. Un peu plus tard, ils formeront la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est encore que de la roche rougeoyante et de la lave. La collision à cet angle incline légèrement notre planète et accélère sa rotation. C'est à cause de Theia que nous avons des saisons et 24 heures dans une journée. La Terre a des plaques lithosphériques, d'énormes pièces solides qui constituent la croûte de notre planète. Après la collision avec Theia, elle commence à se fissurer et à se briser. Cela conduit le carbone, un composant primaire de toute vie connue sur Terre, à se déplacer sur toute notre planète. La Terre développe donc une sorte de métabolisme. Après quelques centaines de millions d'années, les premières créatures vivantes commencent à apparaître sur notre planète. Pendant près de 4 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont évolué vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Selon les scientifiques, une telle collision est un événement très rare. La probabilité qu'il y ait quelque part une planète comme la nôtre qui ait survécu à la même catastrophe est extrêmement faible. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de traces d'autres civilisations dans l'espace. Pendant ce temps, les restes de Theia sont toujours là, sur Terre. Bien sûr, elle ne ressemble pas à une planète entière coincée dans la nôtre. La plupart des fragments se sont fondus dans la croûte terrestre. Si tu enlèves la couche supérieure de notre planète, tu verras deux énormes boules de lave de la taille de continents entiers. Elles se trouvent juste en dessous de l'Afrique et de l'océan Pacifique. On peut supposer que ce sont les restes de Theia. Ils ne se sont pas mélangés au manteau terrestre à cause de leur densité différente. C'est un peu comme mélanger de l'eau et de l'huile dans un verre. L'huile flottera toujours au-dessus de l'eau et créera une couche uniforme. Mais si tu faisais remonter ces plaques de lave à la surface, elles seraient 100 fois plus hautes que le mont Everest. D'autres restes de Theia pourraient se trouver sur la Lune. Les missions spatiales Apollo ont rapporté de nombreux échantillons de sol pour les analyser. Les scientifiques ont conclu que la structure de la Lune est très similaire à celle de la Terre. On pourrait forer en profondeur et y prélever des échantillons. Puis on analyserait les blobs depuis la Terre. Si leur structure correspondait, ce serait une preuve totalement fiable que Theia a bien frappé la Terre il y a 4 milliards et demi d'années, et que la Lune est née ainsi. Mais pour l'instant, Theia reste quelque peu mystérieuse. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que la planète a réellement existé.
Cette idée correspond parfaitement au modèle de création de la Lune, mais en réalité, cette incroyable collision pourrait ne jamais avoir eu lieu. Maintenant, tu voyages à 41 années-lumière de la Terre jusqu'à la planète 55 Cancri E. Elle fait environ 2 fois la taille de la Terre et est 8 fois plus lourde. Tu sors à nouveau ton marteau géant et tu l'utilises pour frapper le burin. La planète se fissure. Et tu vois que c'est un diamant géant. La température de cette planète est des dizaines de fois plus élevée que celle de la Terre. Et son sol est riche en carbone. La chaleur exerce une forte pression sur ce carbone et lui fait changer de structure. D'abord, il se transforme en graphite, puis avec encore un peu de pression, le graphite se transforme en diamant. Sur Terre, les diamants se forment à des profondeurs supérieures à 100 km, où la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la surface. Les températures y dépassent les 500 degrés, ce qui est aussi chaud que le feu. Les diamants sont éjectés plus près de la surface lors d'éruptions volcaniques. Pourtant, les gens doivent creuser des mines à 500 mètres de profondeur pour trouver ces magnifiques pierres précieuses. Le diamant du Jubilé d'or est le plus gros diamant taillé et facetté sur Terre. Il pèse autant qu'une tablette de chocolat et a la taille d'un hamster. Son prix est d'environ 12 millions de dollars. Imagine maintenant un diamant de la taille d'une planète entière. Tu décides de retourner dans le système solaire. Ta destination est Europa, la lune de Jupiter. Elle est aussi large que la distance entre Seattle et Houston, et sa masse est inférieure à 1% de la masse de la Terre. Sa surface est entourée d'une croûte glacée d'environ 30 km d'épaisseur. Mais que se passe-t-il si tu fends cette croûte avec ton marteau géant? En réalité, Europa est entièrement recouverte d'eau. Il fait très froid ici, 3 fois plus froid qu'au pôle Nord sur Terre. L'eau se transforme en glace presque instantanément. Mais l'océan sous la surface est toujours liquide. Europa interagit avec Jupiter par gravitation, tout comme la Lune avec la Terre. Cela crée des forces de marée et chauffe le noyau d'Europa. Le noyau fait fondre la glace qui l'entoure. Le résultat est un énorme océan, 2 à 3 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que l'eau est la base de la vie. Cela signifie que la vie pourrait exister sur Europa. Il pourrait y avoir des sources thermales, tout comme au fond de nos océans. L'eau y est probablement beaucoup plus chaude. Et même si la pression et la température dans de tels endroits sont probablement extrêmes, de simples bactéries pourraient y vivre. Europa a presque le même âge que la Terre. Cela signifie qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que des organismes vivants apparaissent et évoluent. Qui sait, peut-être qu'une civilisation avancée est déjà en train de fleurir sous cette croûte de glace. Ils sont peut-être en train de construire de grandes villes et de rêver de conquérir l'espace en ce moment même. Mais la seule chose que l'on peut faire pour le moment est d'envoyer une sonde sur Europa et de découvrir si la vie est possible. Avons-nous découvert une nouvelle civilisation? S'agirait-il d'une porte? L'habitation d'un extraterrestre? Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil par les fenêtres? Après tout, c'est l'astromobile Curiosity de la NASA qui a envoyé cette image sur Terre. Et en ce moment même, ce véhicule explore la surface de Mars. Malheureusement, les astronomes ont vite fait de gâcher notre plaisir. Ils ont affirmé qu'il s'agissait simplement d'un élément naturel du paysage martien. Plusieurs indices les ont amenés à penser qu'il ne s'agissait pas réellement d'une porte. Par exemple, elle est minuscule, à peine 1 mètre de haut. Mais cela pourrait simplement signifier que les Martiens ne sont pas très grands, objecteras-tu peut-être. Cependant, les scientifiques continuent d'insister. Cette chose qui ressemble à une porte n'est en fait qu'une ouverture, tout ce qu'il y a de plus naturel dans la roche. Et ce sont les vents et l'érosion qui l'ont créée. Si tu regardes attentivement la roche, tu remarqueras peut-être des strates, des couches minérales que l'on distingue mieux que ce qu'il y a autour, car elles sont plus dures. Ces strates plongent ici, à gauche, et un peu plus haut, à droite. Elles sont probablement apparues il y a environ 4 milliards d'années dans une rivière ou une dune exposée au vent. Et depuis leur formation, les puissants vents de la planète rouge les ont encore plus érodées. Maintenant, ce que tu vois, c'est qu'elles disparaissent à l'intérieur de la porte. Et regarde ça, tu vois ces fissures? Oui, celle-là. Voilà comment les roches vieillissent sur Mars. Cette petite grotte a probablement été formée au moment où les strates se sont fracturées. Il est possible qu'un gros rocher soit tombé, et cela a créé cette ouverture en forme de porte. Cette théorie est tout à fait plausible, parce que même si la gravité sur Mars n'est pas aussi forte que sur Terre, elle est quand même assez forte pour que ça arrive. D'ailleurs, tu vois ce rocher à droite de l'ouverture? Son arête n'est-elle pas étrangement lisse et verticale? C'est sans doute lui le coupable. Il est probablement tombé il n'y a pas si longtemps, et les vents martiens ne s'en sont pas encore débarrassés.
Pourtant, les vents sur Mars peuvent être extrêmement puissants. Cette planète est célèbre pour ses intenses tempêtes de poussière. Parfois, la poussière soulevée est telle qu'il est possible de l'apercevoir depuis la Terre avec un télescope. Ces tempêtes se produisent chaque année et s'étendent sur des zones correspondant à des continents entiers. Et elles durent plusieurs semaines. Mais en plus de ces tempêtes annuelles, il en existe d'autres encore plus impressionnantes, mais elles se produisent beaucoup plus rarement. En revanche, elles sont plus puissantes et bien plus intenses. On les appelle tempête de poussière globale, car elle recouvre toute la planète. Mais même si tu te retrouvais pris dans la tempête la plus violente de Mars, ce ne serait pas aussi terrible que tu pourrais le penser. La vitesse du vent ne dépasse pas les 96 km/h. Sur notre planète, les vents peuvent atteindre 2 fois cette vitesse lors d'un ouragan. Tu dois aussi garder à l'esprit que la densité de l'atmosphère de la planète rouge ne représente même pas 1% de celle de la Terre. Du coup, si tu voulais faire voler un cerf-volant sur Mars, il faudrait que le vent soit beaucoup plus rapide que sur Terre. Sans ça, tu ne pourrais même pas le faire décoller. En d'autres termes, même s'il y a beaucoup de vent sur Mars, il n'est pas aussi intense que sur notre planète. Au fait, tu as peut-être remarqué que j'appelle souvent Mars la planète rouge. Pourquoi ? C'est simple, notre voisine est couverte de poussière, de terre et de roches riches en oxyde de fer. C'est ce qui donne à la surface de la planète la teinte rouge qui est sa marque de fabrique. D'ailleurs, regarde, voilà la marque en question. Mais non, je plaisante. Mars est la 4e planète en partant du Soleil. C'est pas si loin de notre étoile, te dis-tu peut-être. Pourtant, c'est un monde froid et désert. La température moyenne à sa surface est de moins 63 degrés Celsius. Mais si tu visites un jour l'un de ces pôles pendant l'hiver, assure-toi de porter des vêtements chauds, parce que les températures peuvent y descendre à moins 140 degrés Celsius. En été, cependant, tu trouverais probablement le climat très agréable dans certaines régions. Les températures peuvent y atteindre 21 degrés Celsius, pas très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Mars est l'un des corps spatiaux les plus explorés du système solaire. Pour l'instant, la NASA a envoyé 2 astromobiles afin de parcourir ces paysages rouges, Curiosity et Perseverance. Il y a aussi un atterrisseur appelé InSight et l'hélicoptère Ingenuity, que l'on surnomme affectueusement Genie. Perseverance est l'astromobile le plus avancé et le plus grand jamais envoyé sur une autre planète. Son voyage vers la planète rouge a duré 203 jours, et Genie a voyagé jusqu'à Mars accroché à Perseverance. Ça a dû être chouette. Et maintenant, je vais te dire quelque chose de très curieux. Imagine que tu sois un Babylonien et que tu vives il y a environ 5000 ans. Babylone était une civilisation de l'ancienne Mésopotamie. Rappelle-toi, tu as appris ça à l'école. Bref, ton voisin vient te voir et te demande « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Et que réponds-tu ? « C'est le jour de Mars. » Attends, quoi ? Lorsque les Babyloniens ont créé la semaine, ils ont décidé de la diviser en 7 parties. Chaque jour a été nommé d'après un corps spatial, comme la Lune, le Soleil, Vénus et ainsi de suite. Le jour de Mars, c'était le mardi. Les Babyloniens croyaient que ces objets spatiaux influençaient le cours de leur vie. Et comme Mars était de couleur rouge, ils l'associaient à l'agressivité. C'est pourquoi le mardi, ils organisaient des cérémonies spéciales pour éviter l'influence de la méchante planète. Et c'est vrai, Mars semblera inamical à un voyageur fatigué. Son atmosphère est peu dense et son volume représente à peine 1% de l'atmosphère de la Terre, comme nous l'avons dit. En d'autres termes, il y a 99% d'air en moins pour respirer sur la planète rouge. L'atmosphère de Mars est principalement composée de dioxyde de carbone. À des concentrations aussi élevées, c'est un gaz très toxique pour nous, les humains. Et si tu cherchais de l'oxygène pour respirer sur Mars, tu serais plutôt déçu. Il n'y a que 0,1% d'oxygène dans l'air de la planète rouge. Ce n'est certainement pas suffisant pour que tu puisses y survivre. Pour le moment, Mars possède 2 lunes, Deimos et Phobos. Les astronomes pensent qu'il s'agit peut-être d'astéroïdes autrefois captés dans le champ gravitationnel de la planète. Ces lunes ont la forme de pommes de terre. La raison, c'est que leur masse est trop faible pour que la gravité leur donne une forme sphérique. Des pommes de terre, hein ? On devrait peut-être les renommer purées et gratinées. Un jour, Mars aura son propre anneau, mais il faudra attendre entre 20 et 40 millions d'années. Est-ce que Sympa existera toujours ? Reste à l'écoute. Les forces gravitationnelles de Mars mettront en pièces la plus grande lune de la planète, à savoir Phobos. Et ouais, elle sera véritablement réduite en purée. Certains fragments de l'ancienne lune s'écraseront alors sur Mars, et d'autres se briseront pour créer l'anneau de la planète. Cet anneau existera pendant au moins 100 millions d'années.
La surface de Mars est traversée par un énorme système de canyons, connu sous le nom de Valles Marineris. On dirait un peu le nom d'une sauce pour les pâtes. S'il se trouvait sur Terre, ce canyon s'étendrait de New York à la Californie, soit plus de 4800 km. Dans sa partie la plus large, le plus grand canyon sur Mars fait 322 km, et il atteint 6 km à son point le plus profond. Si tu as encore du mal à imaginer l'ampleur de ce phénomène naturel, écoute un peu ça. Valles Marineris est 10 fois plus grand que notre Grand Canyon sur Terre. Et puisque nous parlons de choses gigantesques, voici Olympus Mons. C'est le plus grand volcan du système solaire, et il se trouve aussi sur Mars. Il est 3 fois plus haut que le mont Everest, la plus haute montagne au-dessus du niveau de la mer. Et la base d'Olympus Mons est aussi large que l'État du Nouveau-Mexique. Les scientifiques pensent qu'il a pu y avoir de l'eau sur Mars dans le passé. Qu'est-ce qui leur fait penser ça? Ils ont trouvé tout un tas d'anciens réseaux de fleuves ainsi que des dépressions lacustres à la surface de la planète rouge. En outre, sur Mars, il y a des minéraux et des roches qui ne pourraient avoir été formés que dans un milieu d'eau liquide. Mars pourrait même avoir connu de terribles inondations il y a 3,5 milliards d'années. De nos jours, il y a encore de l'eau sur la planète rouge, mais l'atmosphère de Mars est trop peu dense pour que cette eau reste sous sa forme liquide à la surface. Elle n'existe donc que sous la forme de glace. Tu peux la trouver juste sous la surface de la planète, dans ses régions polaires. Le seul endroit où cette eau est visible, c'est sur la calotte polaire nord. De plus, il arrive que de l'eau salée s'écoule le long des parois des cratères et des flancs des collines. Et il y a de minuscules quantités d'eau dans l'atmosphère de la planète. Mais elle n'est là que sous forme de vapeur. Du coup, moi, pour les vacances, je crois que j'irai tout simplement voir ailleurs.